Aujourd'hui, je suis de retour avec Marie-Josée pour faire les transplants de nos semis. Alors, bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Bonjour Chantal, merci de m'avoir encore invitée. C'était très agréable la dernière fois, puis je vois qu'on va avoir bien du plaisir. Aujourd'hui, on va faire le transplant de nos plants. Parce que ça, c'est une étape qui est importante quand même au jardin, parce que si on fait juste transplanter comme ça directement au jardin, nos plants, ils risquent d'être un petit peu moins forts. Parce que mon plant, plus il est rigoureux, plus il est fort, plus il va être capable de s'implanter facilement dans le sol, puis moins il va avoir besoin de mettre d'énergie à se solidifier. Donc, cette énergie-là, il va pouvoir la mettre à faire un fruit plus tard. Bien, si on regarde un plat comme celui-ci, là, on les avait plantés tous ensemble. Hein, on voit bien qu'on a utilisé la barquette de champignons ou de légumes du supermarché. L'avantage en faisant ça, c'est qu'on a économisé des sous, mais en plus, on a utilisé un produit qui aurait été aux poubelles. On le réutilise, donc c'est vraiment avantageux. Si je ne le sépare pas, je vais me retrouver avec des racines qui s'entrecroisent dans ce cas-ci, étant donné qu'on ne l'a pas mis dans un compartiment comme celui-là où les racines, elles, sont vraiment toutes séparées. Donc, au moment où je vais faire celui-ci, là, je vais être encore plus délicat que si j'étais dans un autre. Séparer les racines. Exactement. Mais pour commencer, c'est quand est-ce que c'est le temps de faire nos transplants? Parce que, tu sais, moi, je considère que ça, c'est trop jeune. Oui, bien, souvent, on peut s'aider avec les calendriers de semis qui nous informent souvent du nombre de jours avant le transplant. On peut aller sur YouTube aussi, où on va avoir cette information-là parce qu'il y a des jardiniers en herbe un peu partout, des amateurs qui ont fait des vidéos comme on en fait présentement. Mais sinon, là, un bon truc, bien, effectivement, celui-là, je le sens, là, il est tout petit, ça fait pas longtemps qu'il a émergé. Donc, si je vais y toucher tout de suite, en plus qu'il est dans une cellule multiple où il y a plusieurs plants, bien, je risque d'abîmer les racines. Comme on le disait tout à l'heure, c'est ce qu'on veut éviter à tout prix. Donc, une fois qu'il a émergé, je vais lui donner quelques semaines. Je vais utiliser le calendrier pour m'aider à comprendre. Bon, mais je l'ai semé en mars, par exemple. Présentement, nous, on l'a fait il y a environ un mois. À peu près. Donc ça a peut-être pris une douzaine, une quinzaine de jours pour émerger du sol. Ça fait peut-être une semaine et demie, 2 semaines que le cotylédon est sorti. Puis là, on voit que les nouvelles petites feuilles sont en train de sortir. Qu'est-ce que c'est que les cotylédons? Bien, absolument. Les cotylédons, dans le fond, la semence. Elle est composée à l'intérieur de tous les éléments que ça prend pour faire la future plante. Elle a également toute l'énergie que ça prend pour faire la future plante. Donc, la racine pour qu'elle s'implante dans le sol, puis ensuite qu'il y ait une tige qui sorte, où il y aura 2 fausses feuilles, ce qu'on appelle les cotylédons. Et le but de ces feuilles-là, c'est de m'assurer que les rayons du soleil viennent les percuter rapidement, puis fassent en sorte que la photosynthèse commence pour que le plant, lui, puisse commencer à grandir davantage. Donc, la première partie, là, celle qui comprend les cotylédons, ce n'est que l'énergie de la semence qui a servi à la faire. Si je la sors tout de suite, on voit de minuscules, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, là, il y a de minuscules petites feuilles vertes qui ont commencé à pousser, mais elles sont toutes petites. Elles commencent à peine à faire la photosynthèse. Le plant risque d'être fragile, puis moi, je risque de l'abîmer. Je vais lui laisser le temps de faire de 2 à 4 autres belles feuilles pour qu'il soit bien implanté. Si on regarde, par exemple, ça, où est-ce qu'on a vraiment plusieurs feuilles de sortie, mais nos cotylédons sont restés sur là. Fait qu'on se passe ça? On peut partir ça. Moi, je commencerai, si tu veux bien, avec les tomates, parce que c'est toujours difficile, les tomates, étant donné que la racine est vraiment très, très, très fragile. Puis le plant aussi. Donc, moi, j'aime bien, puis je suppose que tu fais la même chose toi aussi, là, quand c'est des cellules individuelles comme ça, je viens pousser sur le bout. J'essaie à tout prix de ne pas prendre la tige de tirer pour tout casser. Ou rentrer mon doigt sur le côté. Si j'ai vraiment besoin d'aide, là, je peux m'aider d'un outil. Je vois tes étiquettes, là, ça pourrait être un crayon aussi. Évidemment,
là, ici, on les avait arrosés un peu pour qu'ils restent beaux puis turgescents pour la caméra. Mais on attend qu'elles soient secs un peu. Oui. C'est encore plus facile de faire le travail. Oui. Donc, moi, dans ce cas-ci, comme c'est une individuelle puis que c'est assez simple, je viens presser le bout puis je m'assure que le plant est dégagé lentement sans fracturer aucune racine, ou en tout cas le moins possible. Puis ensuite de ça, ce que je ferais, c'est que je prendrais le plant individuel. Donc ici, ils étaient neufs. Là, ici, il va être tout seul. Il va avoir tout l'espace nécessaire pour avoir des longues racines qui s'implantent. Puis à ce moment-là, lorsque je le mettrai en sol, bien, il va être fort, il va être rigide. Moi, j'aime utiliser les un petit peu plus petits aussi quand j'en ai. Puis est-ce que tu les retransfères encore une deuxième fois? Ça dépend. Selon la température extérieure, peut-être? Oui, c'est ça. Donc, on peut le mettre dans un peu plus grand puis le transférer juste une fois à la fin. Oui. Mais quand on le met dans un plus petit, comme toi, tu fais, c'est un truc de jardinier, ça, qui fait en sorte que la plante se sentant plus à l'étroit, elle se sent plus menacée, puis tout d'un coup, elle donne un boost d'énergie. Elle veut survivre. Elle donne vraiment un gros boost d'énergie. Puis lorsque je vais la transférer dans un plus grand... va être vraiment plus fort. Exactement. Je pars avec de l'avance quand je le mets au jardin. Après, vous allez produire des tomates beaucoup plus rapidement que vos voisins qui vont l'avoir transféré juste une fois. Puis moi, je le fais aussi parce que moi, je demeure en campagne et mon jardin est au grand vent. Ça, c'est une bonne raison aussi. C'est surtout pour ça que je le fais comme ça. Puis le plant est plus solide à ce moment-là. On a une grosse différence. Donc, c'est un truc à retenir. Vous êtes à la campagne ou vous voulez faire des extra primeurs, c'est un très bon point de prendre le plant puis d'y aller avec la plus petite, puis ensuite de le transférer. Mais je ne les pars pas plus tôt, par exemple. C'est toujours autour de la Saint-Joseph, le 20 mars, quelque chose comme ça, que je vais partir mes plants quand même. C'est simplement qu'on le fait 2 fois l'exercice. C'est ça. Donc là, premièrement, je pourrais faire ça comme ça, mettre mon plant, ajouter ma terre. Je m'assure que mon collet, qu'est-ce que le collet? Bien, le plant de tomate, lorsqu'on l'a semé, la racine est partie vers le bas, la tige est partie vers le haut. Puis l'espace qui se trouve là, directement où se situe la terre, c'est ce qu'on appelle le collet. C'est rempli de cellules indéterminées. Ça veut dire des cellules dont on n'a pas encore donné la fonction. Elles peuvent servir à faire des tiges, elles peuvent servir à faire d'autres feuilles, elles peuvent servir à faire plein de choses, des rageons, par exemple. On se donne une chance quand on laisse le collet bien ouvert, parce que si mon plant brisait, je pourrais avoir une nouvelle tige. Cependant, si j'ai fait mes semis chez moi, que je n'ai pas un éclairage qui est tellement propice, puis que ma tige est rendue longue et un peu molle, je vais faire absolument le contraire. C'est ça. Hein, je te voyais les yeux me dire, ben oui, mais moi, Marie-Josée... on plante ça jusque-là. Voilà. Donc, moi, Marie-Josée, je les plante couchées. Oui. Hein, c'est ce que tu allais me dire. Au jardin. Exactement, au jardin. Là, imaginons-nous qu'on est à l'extérieur en ce moment. Puis, je couche mon plant, puis je le mets comme ça. Ça permet, parce que c'est une lierre, Mais quand je le plante dans une petite cellule comme celle-là, mais il arriverait un accident, puis je briserais une tige. Bien, je pourrais garder cet intrant-là quand même pour lui faire partir une nouvelle tige. Puis, il ne faut pas s'inquiéter du temps que ça prendra pour la nouvelle tige parce qu'elle n'est pas à la même hauteur que les autres. Mais il faut réfléchir que sa racine, elle est très puissante, puis elle va pouvoir lui redonner l'énergie dont elle a besoin. Donc, je fais mon contenant en mettant de la terre à une hauteur là, où je vais pouvoir laisser le collet ouvert, mais aussi où je vais pouvoir laisser l'eau entrer dans le sol sans que ça coule puis que ça se déverse un peu partout. Est-ce que tu avais autre chose que toi t'ajouterais parce que tu as des bons trucs de jardinage Non, moi, je fais pareil. C'est juste que moi, j'ai rempli un peu plus plein, puis je les arrose rarement par le dessus. Ah oui, moi, je les arrose toujours... C'est un autre très bon truc. Je les arrose toujours par dessous. L'avantage du plateau. D'où le plateau, oui. Parce que l'inconvénient, souvent, quand on arrose sur le dessus, c'est que les gouttes d'eau sont puissantes. Oui. La terre, comme tout déplacer la terre. Elle est remplie, elle, de pores. Hein? Donc, elle est remplie d'air. Puis moi, je veux aller remplir ces poches d'air-là d'eau. Mais si je les écrase, que je les fracasse avec la force de mon arrosage, j'ai plus ces espaces-là. Ça fait...
des semis qui sont un peu inégales. Ouais, c'est ça. On en a semé 9, mais il y en a peut-être 4-5 qui finissent par vivoter, survivre. Donc, c'est pour ça que d'arroser par la base, on gagne des points. Ouais, tu vois, je remplis mon bac d'eau, puis quand j'ai toujours un bac vide, un bac plein, je remplis mon bac d'eau, je laisse ça 1 heure, 1 heure et demie, puis après ça, je transfère mes plants dans mon autre bac pour ne pas les noyer non plus. Absolument. Puis c'est comme ça que je fonctionne. Moi, j'ai des choses comme ça que j'ai achetées au Dollarama que je n'aime vraiment pas parce qu'ils sont vraiment pas solides. Ils s'écrasent beaucoup, puis ils gardent... il était neuf, celui-là, puis Marie-Josée, elle l'a brisé en le travaillant. Puis à la maison, des pots de crème sûre, des pots de yogourt, des verres en carton ou en styromousse aussi. Absolument. Bon, le styromousse, on n'aime pas tant ça. Mais... Non, mais ça nous permet de le réutiliser au lieu de juste le jeter au lieu de juste le jeter. On fait attention, par exemple, il y en a qui me disent moi, je prends des cannes de conserve. Ça, c'est moins bon parce qu'à cause de la rouille, à cause de... Puis on va ajouter du fer dans notre sol. La canne va se désagréger, puis le fer, éventuellement, il va nuire. Là. Il va nuire aux plantes si on fait ça tout le temps. C'est ça, exactement. Fait que si vous ne voulez pas investir, les pots de yogourt, tout ça, ça peut faire une bonne... Les rouleaux de papier de Scott Towel puis les rouleaux de papier de toilette, pour cette étape-là aussi, là, ça peut bien fonctionner. Oui. On les coupe en deux, ça nous permet de les recycler, là. On les coupe en deux, puis on prend celui qu'on a fait dans la multicellule, puis on vient le placer là. Puis après ça, on le transfère dans la plus grosse cellule, le plat de margarine, par exemple. Ou, oui. Puis est-ce que tu l'enlèves, ton rouleau de papier toilette, quand tu fais ton deuxième transplant? Bien, si je suis capable, oui, mais sinon, je le laisse là parce que des fois, la plante, elle va... Oui, c'est ça. À force de l'avoir mouillé, ça devient comme le produit qu'on achète encore là. Il y en a parfois au magasin 10 là. Qui est fait brun, pâle, comme en carton. Ouais. Bon, mais ça revient au même processus. Ouais. Sauf qu'on n'a pas besoin de l'acheter, on le fait soi-même. Oui, c'est ça. On transplante cela. Allons-y. On regarde ce plan-là. Là, c'est une belle grosseur pour le transplanter. Oui, vraiment. Là. Il est rigide. La tige, je dis rigide, c'est pas le bon terme, là, mais on le sent qu'il est fort. Je n'aurai pas de difficulté lorsque je vais le sortir pour le replanter. Ouais. Puis là, ici, bien, il s'agit d'une multicellule, donc je dois être prudent pour ne pas faire en sorte que lorsque je vais ressortir mes plants, je les brise un de l'autre parce qu'il est possible que certaines racines se soient entremêlées déjà. C'est pas seulement possible, c'est certain. Moi, ce que j'aime bien faire, puis tu me diras si toi, tu as un autre truc, mais moi, j'aime bien tout sortir d'un coup. Je fais la même chose. Je trouve que c'est le plus simple. On peut voir ici là, que les racines se sont bien mélangées, mais on peut voir aussi à quel point elles sont en santé. Comment on fait pour voir qu'une racine est bien en santé d'un transplant pour amener dehors après? C'est qu'elles sont claires comme celle-là. Parfois, certaines sont un peu plus beige, mais elles sont toujours claires, jamais jaunâtres ou ça tourne jamais sur le brun jaune. Puis, elles sont très rigides encore là, turgescentes. Elles sont bien emmêlées une à l'autre. Puis, je ne vois pas de spirale non plus. Ce qui voudrait me dire qu'elles sont restées trop longtemps dans mon pot. Puis là, elles ont eu le temps de rencontrer tous les pourtours de mon pot. Oui. Fait qu'elle a été obligée toujours de tourner. Ça veut dire que ça fait vraiment trop longtemps qu'elle est dans le pot. Il faut que je sois encore plus délicat. Dans ces cas-là, parce que ça m'est déjà arrivé, moi, j'utilisais un ciseau pour éviter justement de craquer. Mais on accepte à ce moment-là que ma plante va avoir moins de racines que de feuilles. Donc, je vais devoir réduire ma feuille ou accepter qu'il va y avoir un moment, là, une espèce de vide avec ma plante recommence. C'est ça. Exactement. Donc là, je vais doucement. Il est moins mouillé, celui-là. Oui, il n'est pas pire. Puis, tu sais, j'essaie de sortir la terre, puis c'est sûr que je vais en casser là, quelques morceaux, là, on s'entend. Mais si je suis attentive et que je fais attention, c'est pas si mal. Puis vous voyez, c'est pas si long non plus, là. Il faut juste y aller en étapes. Bien, c'est sûr qu'on fait, quand on s'installe pour transplanter, dans mon cas, là, c'est ce qui me reste, c'est ce que j'ai semé plus tard, là. Mais quand j'ai transplanté il y a 2 semaines, mes plants qui étaient plus avancés, j'en avais quand même proche 75 à transplanter. Puis tu fais pas ça dans un moment où tu es pressé, où tu as une réunion 1 heure après, là. Non.
Puis c'est la même chose pour vos plantes de maison. Vous en avez certainement qui sont des fois trop grosses, puis que vous pouvez transplanter en deux. Je pense aux violettes africaines, c'est un bel exemple. Oui. Bien, si vous y allez trop rigoureusement, malheureusement, vous risquez de la tuer même. Oui, c'est ça. Fait que, on fait toujours ça quand on est tranquille. Oui. Le plant de poivron, moi, je ne le mets pas dans un plus petit. Non, non. Parce que, comme on le voit ici, là, tu sais, j'ai beaucoup plus solide que lorsqu'on regardait tout à l'heure les plants de tomates qui, eux, sont en fait des lierres souvent, tu sais, qu'on a modifiées pour qu'elles restent courtes quand ce sont des plants déterminés, mais c'était au départ des lierres, tu sais. Fait que la tige, elle est très molle. Puis ensuite de ça, bien, le même principe, je vais l'entrer dans mon... Bon, moi, je fais toujours la même chose. Je mets un peu de terre. Mon Dieu, excusez-moi, Monsieur Poivron. Je mets un peu de terre dans le fond. Je viens l'écraser un peu. Ensuite, je prends mon plant. Je fais un trou dans le milieu parce que j'essaie d'avoir les racines le plus étendues partout, là. Parce que si elles sont tout en moton à l'intérieur, bien évidemment, ça va prendre du temps avant qu'elle soit capable de faire quelque chose d'intéressant, de faire son travail d'enracinement. Puis ensuite de ça, bien, je comble l'autre partie. J'avais hydraté le terreau avant, donc c'est bien prêt, c'est déjà prêt pour mes plantes. Je peux encore faire le même petit coup. Puis là, je peux le ressortir un peu là, si je vois que je l'ai trop rentré. Là, moi, je vais m'assurer que je touche l'endroit où c'était au bord du sol avant. Puis on voit les cotylédons dans quelques jours, semaines, vont tomber, mais les feuilles, elles vont continuer à pousser. Puis au moment où ça sera prêt à planter dans le jardin, bien, le plant va être très vigoureux. Ça va être magnifique. Absolument. Puis bien, ce qu'on a fait aujourd'hui, on peut le reproduire pour tout. Oui, bien moi, j'ai fait mes choux. Mes choux que j'ai transplantés il y a 2 semaines. Puis les choux, c'est intéressant parce qu'on les fait comme ça, mais ça n'a pas besoin d'autant de chaleur que ceux-là. Alors, moi, j'ai une petite serre à l'extérieur. C'est vrai. Puis ma serre, elle n'est pas chauffée, puis il y a beaucoup d'air qui passe dedans, mais mes choux, là, pour vrai, là, sont rendus ça d'eau. Je ne sais pas si tu as déjà fait comme ça des brocolis, tous les crucifères. Tous les crucifères peuvent tolérer le froid, fait qu'on peut les mettre en serre où ils seront protégés des intempéries à l'extérieur. Mais j'ai essayé aussi des tomates cette année qui sont déjà dans ma serre. Eux autres, ils n'ont pas aimé. Non, c'est ça. Eux autres, ils n'ont pas aimé ça. Puis il y a des fleurs qui sont consommables aussi, puis qu'on peut faire en semis comme ça. Des fois, on n'y pense pas, là, mais les belles fleurs qu'on voit dans les plates-bandes, les hémérocales, les hostas, on peut les partir en semis. C'est à peu près au même temps que les plants de tomates. Et puis, ça vous permet de garder vos plates-bandes, mais aussi d'avoir accès à une nourriture différente. Oui. Parce qu'on peut manger les fleurs, par exemple, des hémérocales, mais on peut manger aussi les racines. On peut manger les racines de l'hosta comme une asperge au début de la saison du printemps. Oui, exactement. Quand elle est encore blanche, qu'elle n'a pas viré au vert, parce que le vert la rend coriace, on fait un clap comme on le ferait avec l'asperge. Oui. Puis on peut manger des légumes, si vous me permettez, différents. Eh bien, c'est des légumes qui sont différents. Oui. Ça. Moi, je pars aussi mes tagettes, qui sont des fleurs qui sont un peu répulsives. Fait que ça aussi, moi, j'ai toutes parti mes tagettes. C'est un bon point que tu amènes là. Vous êtes dans un secteur où vous êtes envahi par les pucerons. C'est important de penser à une aide biologique comme celle-là. Puis la tagette, c'est une super plante, c'est-à-dire que c'est une plante qui dégage une odeur que peu d'insectes nuisibles aiment. Bien, même les chats, ça n'aime pas la tagette. Donc, en les mettant un peu partout, souvent à la frontière, mais aussi à l'intérieur du potager, même si vous avez un jardin en pot, en ayant quelques pots de tagette à l'intérieur de votre jardin en pot, bien, vous vous assurez comme ça une aide supplémentaire pour les insectes nuisibles. En plus que c'est beau. Et c'est très joli et ça attire les pollinisateurs, ce qui n'est pas négligeable. Quand on a un plant de poivron comme celui-là qui va faire des fleurs pour pouvoir avoir un fruit, il va falloir que mon pollinisateur soit venu le visiter 4 à 5 fois. Bien, la petite fleur blanche minuscule que le poivron a, elle n'est pas visible de loin. Elle ne sent pas beaucoup. Mon pollinisateur, il n'aura peut-être pas l'idée de venir me voir, mais si j'ai une belle fleur odorante à côté, bien, je m'assure une pollinisation
plus grande dans mon jardin. Exactement. Ça, 4-5 fois, mais je parlais des bleuets tout à l'heure, 11 visites de pollinisateurs par fleur. C'est important de les attirer chez nous. Oui. C'est quel moment où est-ce que je dois faire mes semis, si je veux faire des semis intérieurs de concombres, de laitue, par exemple, des curcubitacées? Moi, je ne suis pas gentille pour ces espèces-là, Vas-y. dans le sens où je ne les pars pas à la maison. Pourquoi je ne les pars pas à la maison? Et je ne conseille pas, à moins que vous soyez un professionnel là, ou quelqu'un qui est un amateur, qui le fait régulièrement et qui connaît bien le produit. Le problème, c'est que ce sont des espèces qui sont très fragiles. Quand on les part en semis, on les dorlote, on les gâte, ils sont dans un environnement contrôlé. Puis là, ils ont une belle poussée, je pense aux concombres particulièrement. Oui. Une belle poussée. Puis là, on vous les vend en marché de grande surface, par exemple, puis ils sont encore pas si mal, mais vous les apportez chez vous, vous les laissez à l'extérieur ou vous les sortez pendant quelques jours pour les acclimater. Puis malgré tout, vous voyez vos tiges qui souvent vont avoir un bout noir, bruni ou même noirci. Vous allez voir des coupures. Ce sont des plants qui sont extrêmement fragiles. Juste à les déplacer, vous allez les casser. Mais en plus de ça, lorsque vous allez les planter, ils vont s'abîmer. Fait que le temps que vous allez prendre pour faire tout cet exercice-là est perdu, étant donné que votre plant, lui, va devoir se réparer avant de pouvoir faire autre chose. Tandis que la semence, elle, on la plante en pleine terre. Le plant, lorsqu'il sort du sol, est habitué, est acclimaté au sol, aux intempéries, à tout ce qui se passe alentour. Il va pousser vigoureux. Il va être fort en partant. Il va être capable de soutenir ses fruits. C'est la même chose pour les courges, tous les curcubitacées, en fait. C'est un bon truc de les partir très tôt. On atteint la dernière gelée. On ne s'inquiète pas s'il y a quelques froids, parce que ces semences-là, quand bien même je les mettrais en sol, elles vont prendre au moins une dizaine de jours avant d'émerger. Donc, si vous les mettez, par exemple, fin mai, vous avez à peu près aucune chance que ça gèle vers le 10 juin lorsque les plants vont sortir. Donc, vous allez être assuré que vos plants vont être acclimatés, puis qu'ils vont être vigoureux, puis vous ne perdrez pas le temps et l'argent d'un transplant, que ce soit vous qui le fassiez ou pas, là. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est les trucs du métier, c'est à force de pratiquer qu'on l'apprend. Bien, c'est à force de pratiquer, puis je vous dirais que plus votre jardin est exposé aux intempéries, là, plus c'est important, ces choses-là. On n'y pense pas, mais le vent, là, le sable, oui. Le vent, le sable, ça vient fracasser les tiges des plantes constamment. Si elles ne sont pas suffisamment solides pour le prendre, vous n'aurez pas de fruits, vous allez avoir cultivé des feuilles que vous ne pourrez pas après, dont vous ne pourrez pas profiter les bienfaits. Exactement. Puis pour la salade, bien, on peut évidemment la partir, mais c'est un peu inutile, je dirais, à moins qu'on veuille en avoir dans la cuisine, parce que, par exemple, un mesclun, on pourrait se partir une petite barquette comme ça, même un peu plus petite. Ben, là, comme ça, un petit comme ça, oui, exactement. Où on se partirait ce genre de végétaux-là. Puis après ça, bien, on a un autre produit qui est agréable. Mais sinon, il n'y a pas, tu sais, je veux dire, à portée de la main à l'intérieur de la maison. Mais sinon, le temps que prend la laitue pour pousser est tellement court. On peut en refaire plusieurs fois pendant la saison. Puis surtout, la laitue n'aime pas les grandes chaleurs. Parfois, au printemps, il y a des grandes chaleurs. Si je les ai semées à l'intérieur, me disant « ils vont être plus vite, plus fortes, plus vigoureuses », puis que j'ai eu des températures à 27, 28, 29 degrés, parce que ça arrive à la fin du mois de mai qu'on a ça, mes plants de salade vont tout de suite monter en graines, puis j'aurai des plants qui vont être amers, pas agréables à mastiquer, puis je vais les mettre au compost, tout simplement, ça ne sera pas bon. On va les hacher puis on va les laisser dans le jardin. Merci. Tu as tout à fait raison. Mais moi, mon compost va dans le jardin dans l'année d'après. Ben oui, mais c'est pas la réalité de tout le monde. Oui, effectivement. Tout ce qui est feuillage, en fait, on devrait toujours le remettre à la terre. Les brins de gazon, même les feuilles dans les arbres, parce que pour que l'arbre ait fait pousser ces feuilles-là, il a utilisé une énergie. Oui. Puis je la remets au sol en laissant la feuille. Donc, c'est pas mal ça, les trucs pour bien faire nos transplants. Il faut voir si on a envie de rajouter une étape pour certaines espèces qu'on sait fragiles en mettant un plus petit contenant pour faire une étape supplémentaire. Mais c'est ça, plus le contenant est petit,
lorsqu'on débute l'équation. Puis je vais devoir le mettre dans un plus gros format, mais en même temps, plus la racine va s'être endurcie puis développée. Donc, il y a du bon à partir dans un plus petit, puis de se prévoir du temps pour changer de contenant par la suite. Est-ce qu'il y en a qu'on ne transplante pas? Ah oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qu'on va aller planter directement au jardin, qu'on n'a pas besoin de faire de transplant. Okay. Je pense par exemple à tous les légumes racines comme les carottes, les navets, les radis. Tu passes ça à l'intérieur? Non, jamais. Jamais, OK. Mais certains le font parce qu'ils veulent avoir des petits radis gastronomiques tout l'été, tout l'hiver. Donc, on peut le faire, mais sinon, il n'y a aucune raison de partir un semis pour faire les légumes racines. Pareil pour les salades. Les haricots, c'est un autre légume qui est vraiment chouette parce que vous avez terminé une récolte, c'est rendu la fin août, vous vous demandez quoi mettre. Bien, il y a des légumes que vous pouvez aller ajouter encore, là, des fines herbes, des choses que vous pouvez aller semer encore dans le jardin. Ce qu'on disait à la fin de la saison, rendu au mois d'août, je vais encore aller semer des haricots parce que même si je ne les récolte pas, ils vont rajouter de l'azote dans mon terrain. Exactement, c'est un plus. On vient de contribuer à l'énergie du sol. On devrait toujours, de toute façon, ne pas laisser notre sol à nu. En utilisant une culture de couverture. Puis ça aussi, maintenant, là, ça s'est vraiment démocratisé. Il y en a dans tous les centres jardins. Même chez Canadian Tire, vous avez des cultures de couverture. En mettant une culture de couverture, pour le résumer rapidement, c'est une culture qu'on va mettre en fin de saison qui va être capable de pousser, qui va faire soit une seule saison puis mourir pendant l'hiver, donc je n'ai pas à m'inquiéter pour la saison suivante qu'elle revienne déranger mes autres cultures, ou elle va survivre à l'hiver, elle va revenir au printemps, mais moi, je vais l'incorporer au sol avant qu'elle fleurisse pour donner de l'énergie à mon sol. Exactement. On pense à du sarrasin ou de la moutarde, souvent les gens ils font ça. Oui. Puis, à la fin de la saison, c'est toujours intéressant de mettre une culture de couverture pour passer l'hiver. Ça va permettre au sol d'être bien ancré par les racines. Même si la plante est morte, les racines sont là puis supportent la terre. Ouais. Ça va permettre à l'eau de bien s'incruster partout par les conduits qui ont été faits par les racines. Puis ça va permettre au soleil, qui envoie des rayons UVB puissants, de ne pas venir brûler la surface du sol puis tuer la vie biologique qui se trouve tout près. C'est comme un micro-ondes sinon. Donc, en protégeant le sol, je protège ma vie biologique pour l'année suivante. Je vous remercie d'avoir été avec moi, avec nous encore cette semaine. Je vous invite à aller visiter le site de la Moisson Mascoutaine où vous pourrez revoir les émissions que j'ai faites avec Marie-Josée. On a tourné 2 autres émissions précédemment, puis elles sont sur YouTube, donc vous pouvez aller voir ce qui s'est passé avant si vous vous questionnez sur nos liens qu'on faisait pendant cette conversation-ci. Puis, je vous invite aussi à aller visiter le site du CCCPEM. Merci, Chantal. Le CCCPEM, un grand acronyme, qui veut dire le Comité des citoyens et citoyennes pour la protection de l'environnement mascoutin. On est un organisme qui prend à cœur l'environnement et puis qui veut faire de la pédagogie. Si vous allez sur notre site web, vous allez voir plein de nouveautés, mais entre autres, on est en train de travailler sur un guide d'agriculture urbaine que le MAPAC nous a demandé, puis également, on est en train de travailler sur un guide de récolte, que ce soit pour les plantes, les fleurs, les racines, le côté médicinal, le côté aromate, puis le côté nourricier. Donc, ça sera très intéressant. Je vous invite à aller nous voir régulièrement. Alors, restez à l'affût au fil de la saison. C'est certain que Marie-Josée va revenir nous voir parce que c'est sûr qu'on va aller faire le jardin ensemble. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.